Pendant plus de 4 années, plus qu'aucun autre pays d'Europe, plus qu'aucune autre province de France, l'Alsace a subi la domination des nazis. Pendant plus de 4 années, l'Allemagne hitlérienne a tenté de détourner l'Alsace de la France et de faire passer les Alsaciens du camp des victimes au camp des bourreaux. Les maîtres du Reich annonçaient le règne de 1000 ans. Ils promettaient l'abondance et l'ordre nouveau, alors que l'Europe entière était au pillage et que partout où s'étendait leur empire, ils ne laissaient que dévastations et que ruines. Tour à tour menaçants ou séducteurs, ils exhortaient les Alsaciens à rejoindre la communauté allemande, à balayer tout souvenir français. Propagande, propagande. Un seul chef, deviens soldat allemand. La Waffen-SS t'attend. Il est jusqu'à des Français qui portent maintenant notre uniforme. Comment peux-tu préférer le camp des vaincus à celui des seigneurs de la guerre? Le monde tremble en écoutant nos menaces. Nous jetterons les vieux et les jeunes dans la bataille. L'Allemagne ne sera plus qu'un immense camp retranché. Alsaciens, tu iras mourir en Russie pour défendre le Reich allemand. Qui oserait secouer notre joug? Il n'y a plus que des foules désarmées devant notre impitoyable jeunesse en armes. Propagande. 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 La terreur était sur les villes et sur les ruelles désertes où se réfugiaient les âmes traquées. Les maîtres du mensonge s'époumonaient en vain. Tu peux sourire, Alsacien, tête dure. Rien ne peut t'ébranler, ni promesses, ni menaces. Tu sais pourtant comment ils matent ceux qui leur résistent. Tu peux sourire. Tu sais pourtant mieux qu'aucun autre habitant de l'Europe ce qui t'attend. Le sinistre Struthof, ses réseaux électrifiés, ses chambres de mort, ses morts vivants, son four crématoire, ses charniers et le regard des brutes en armes. Ils sont sans pitié et sans faiblesse. Les morts vivants s'allongent sur leurs grabats ou s'abîment dans les rêveries du désespoir pendant qu'ils célèbrent leur triomphe. Ils balayeront tout ce qui leur résiste. Tu seras pareil à ces hommes. Les charniers dévorent leurs ennemis. Les charniers. Les charniers. Les défroques des morts attendent de nouvelles victimes. Ils sont les maîtres du monde. Le peuple des seigneurs est tout entier derrière eux. L'armée rouge est à des milliers de kilomètres. L'Angleterre et l'Amérique sont de l'autre côté des mers. Oublie la France et la liberté. Oublie la liberté qui t'a fait citoyen de la France. Entre dans la communauté allemande, où l'Alsace ne sera plus qu'un immense cimetière. Mais le 6 juin, avant l'aube, alerte!
Américains, Canadiens et Britanniques écrasent le mur de l'Atlantique et prennent pied sur le sol de l'Europe. Tandis que sur le front de l'Est, les Russes continuent leur avance victorieuse. Après quelques semaines de durs combats, les libérateurs foncent vers Paris. Et c'est une division française qui pénétrera la première dans la capitale insurgée au milieu d'un peuple en armes. En même temps, dans toutes les provinces, les hommes du maquis font sauter les ponts et les voies de chemin de fer, coupent les routes où doivent passer les convois allemands, attaquent les renforts de la Wehrmacht dans les défilés, détruisent les centrales électriques et les usines. L'armée des soldats sans uniforme s'est levée. Le pays tout entier n'est plus qu'un vaste champ de bataille. Au milieu de cette insurrection libératrice, le 15 août, une armée française, au commandement du général Delattre de Tassigny, débarque sur les côtes de Provence. Sur un coup de folle audace, elle s'empare de Toulon dès le 26, de Marseille le 28. Poursuivant l'ennemi en retraite, elle fonce vers le nord et fait flotter le drapeau tricolore le 2 septembre sur Lyon, le 11 sur Dijon, le 13 sur Langres. Et le lendemain, elle fait sa jonction à Châtillon-sur-Seine avec les troupes débarquées en Normandie. Au terme de cette gigantesque chevauchée, après avoir parcouru plus de 750 km et fait plus de 70 000 prisonniers, l'armée du général Delattre, à bout d'essence et de munitions, doit marquer un temps d'arrêt devant la trouée de Belfort et devant les Vosges, où se raidit la défense hitlérienne. Septembre s'achève. On se bat dans la montagne. Les avancées de la trouée de Belfort, hérissées de fortifications de campagne et de gros ouvrages, recoupées de vallées profondes et de pentes abruptes, ont opposé une barrière infranchissable à notre avance. Mais la chaîne des Vosges, avec ses longues vallées et ses hautes cimes, n'était pas moins difficile à franchir. C'est pourtant par ses cols et ses routes de crête que notre armée semble vouloir forcer le passage de l'Alsace, dernière province française encore au pouvoir de l'ennemi. Pendant des semaines, le général Delattre va jeter dans les montagnes tout le poids de ses chars et de son artillerie. Dès fin septembre, les brigades du maquis montent en ligne, en chantant les chants qu'on chantait au Vercors ou dans la Corrèze. Ceux de la brigade Alsace-Lorraine montent au Bois-le-Prince. Le bon bourgeois, le roi parfois, le roi parfois, nous sommes partis sans histoire, quittant nos parents, nos amis, oui, nos amis, les angoisses de nos mères, les souffrances de nos frères, nous donne le roi suprême de les venger nous-mêmes. Mais l'avance est lente. Il faut enlever d'assaut chaque village, chaque bois, chaque carrefour. C'est au feu de cette bataille que l'armée d'Afrique va devenir la première armée de la patrie libérée, en unissant dans ses rangs les vétérans de la campagne d'Italie, les fils de notre empire, tirailleurs et guerriers des Tabors, et ces hommes du maquis accourus de toutes les régions de la France. Les chars poussent lentement vers les hauts des Vosges, par les routes enlacées où l'ennemi s'accroche désespérément. Les brigades du maquis reçoivent l'ordre d'attaque. Un rapide coup d'œil des chefs sur la carte et l'ordre est retransmis à l'avant. Alerte! Il s'agit de nettoyer les bois qui dominent la route par laquelle avancent nos chars.
Ils ont pourtant cédé à la fureur de nos hommes, ces combattants du Troisième Reich, qui semblent retrouver dans cette nature sauvage les secrets des anciens guerriers de la forêt germanique. Mais derrière ces bois, il y a d'autres bois qu'ils tiennent encore. Au plus fort de cette bataille, il faut rétablir les communications sur les grands arrières, réparer les ponts détruits, assurer l'arrivée du ravitaillement et des munitions par un gigantesque labeur, car les nazis ont tout détruit derrière eux pendant leur retraite. D'étranges machines, aussi puissantes que des forces de la nature, ouvrent des routes à travers champs pour permettre le passage des gros camions et des voitures légères. Les chars poussent toujours vers les crêtes, où sous les sapins et sur l'herbe rase commence la terre d'Alsace. Mais le temps se gâte. Comment le général de Lattre peut-il espérer franchir les montagnes avant le retour de la belle saison? L'Alsace devra passer encore un hiver sous son terrible esclavage. Déjà, les stratèges de l'arrière commencent à chuchoter que notre armée est engagée dans une bataille sans espoir. Mais l'espoir n'abandonne pas ceux qui se battent. Du haut des crêtes, du sommet des observatoires, ils cherchent à découvrir cette terre d'Alsace qu'ils rêvent de libérer, comme ils ont libéré les autres provinces de la patrie. Toute une imagerie, entrevue à l'école ou dans les livres de l'enfance, ressurgit dans la mémoire des plus humbles d'entre eux.